pour la première question, on va procéder par ordre alphabétique sur ce volet pédagogique. Donc je vais donner la parole à Frédéric Assier pour tout simplement qu'il nous explique qu'est-ce que sont les élections législatives. Parfait. Merci. Donc, les élections législatives sont donc les élections qui permettent d'élire les députés à l'Assemblée nationale. Donc, un député représente une partie de territoire et donc un certain nombre d'habitants. Je crois que la moyenne, c'est 125 000 habitants par circonscription, si je ne me trompe pas. Je dis à quoi sert un député ou... Ça sera l'objet d'une deuxième question, mais là déjà vous avez répondu sur ce que sont les élections législatives, donc ça nous convient parfaitement. Maintenant, on va rentrer un petit peu dans le fond de certains sujets et on passe à la première thématique qui est le pouvoir d'achat. C'est ça, Islam ? Avant de passer à ce thème-là, je pense qu'il est très important de savoir pourquoi les candidats et les candidates se présentent aux élections législatives. Alors, monsieur Frédéric Assier, vous vous réclamez d'un candidat citoyen sans parti. Vous dites que vous êtes un représentant des gens ordinaires. Dites-nous un peu plus en détail pourquoi vous vous présentez aux élections législatives. Alors, ça part d'un constat en fait. Là, dans la circonscription, il y a 16 candidats. Et quand je regarde les candidats, et ça date d'un peu avant, je me sens pas représenté moi. En tant que personne simple et ordinaire, je me sens pas représenté. Quand j'essaie de comprendre où est-ce que je peux me sentir représenté, je vois qu'il y a 3 LREM, il y a 2 LFI, et donc je m'y retrouve pas. Je pense que c'est le cas de beaucoup de gens. Et je pense que j'avais envie de pousser un peu, d'une part, ce petit coup de gueule de dire les gens ordinaires on se sent pas représentés. Voilà. Donc j'avais envie de dire je propose de représenter des gens simples, ordinaires, qui sont pas des politiques, qui font pas des carrières politiques, qui le cherchent pas, qui disent juste entendez-nous en fait. Ça c'est le premier point. Et le deuxième point c'est que je trouve qu'on met l'humain pas assez en avant. Quand on parle de pouvoir d'achat, on parle aussi des revenus des entreprises, nous parle de ruissellement, mais le ruissellement je sais pas si vous l'avez vu, moi je l'ai pas trop aperçu. On parle d'éducation, mais on sous-paye les profs et on les recrute sur des speed dating de 30 minutes. Enfin voilà, et tout ça, où est-ce qu'on met l'enfant en fait dans cette éducation ? C'est lui qui est à l'école, c'est lui qui est aussi notre société de demain. Donc j'ai envie qu'on prenne ça en compte. Quand on parle de tout, quand on parle de réfugiés, on parle d'Ukrainiens, mais il y a d'autres guerres, il y a d'autres réfugiés. Je sais pas si vous l'avez vu, mais ça m'a choqué. Quand il y a des réfugiés qui se noient en mer, le débat qu'on entend à la télé, c'est est-ce que c'est l'Angleterre ou la France qui va récupérer des cadavres ? Mais et là, moi, ça me rend fou quand j'entends ça. Et donc, j'ai envie de porter cette voix-là, de dire quand est-ce qu'on prend enfin l'humain en compte et pas l'argent, pas l'entreprise, pas etc. Alors oui, l'entreprise, faut la prendre en compte. Je dis pas le contraire, je suis pas contre l'entreprise. Je dis juste le prisme de l'humain, on l'a oublié en fait, sur des considérations macro. Et j'ai envie qu'on remette l'humain et les gens simples au centre. Voilà pourquoi je me porte candidat et voilà ce que je veux proposer. Alors je suis pas un vieux de la politique, je maîtriserai peut-être pas tous les dossiers à fond, mais voilà, je suis quelqu'un de simple et j'ai envie qu'on parle des gens simples et de l'humain. Voilà. Merci en tout cas, monsieur Assier. On est ravis en tout cas de vous avoir sur notre plateau. Sachez que comme les autres candidats, vous avez tout à fait votre place ici, même si j'ai qualifié d'ovni. Voilà, c'était pour faire un petit pied de nez, par rapport à votre candidature, tout simplement. Je le prends, ça me va. Très bien. Monsieur Frédéric Assier, il est 20h, nous sommes le 19 juin. Vous êtes élu député. Le pouvoir d'achat, est-ce que vous avez déjà des idées des choses que vous souhaitez défendre en ce sens, notamment pour les quartiers populaires, les Français et les Françaises qui souffrent aujourd'hui sur cette partie ? Oui, un certain nombre. Alors déjà, moi, il me semble que c'est une question d'emploi, oui, mais de répartition de richesse. En 10 ans, je crois que les milliardaires ont triplé leur capital, je sais pas si. Et on est à 10 millions de pauvres, on est en France. Okay, ça fait 1/6 de la population, grosso modo, qui est en dessous du seuil de pauvreté. Et l'argent il est là, des milliardaires sont là, des entreprises qui distribuent des milliards de dividendes. Donc je crois que c'est pas une question d'argent qui manque, c'est une question de volonté, de comment on distribue cet argent. Donc pour moi il faut repenser la manière de distribuer l'argent. Une mesure que je souhaiterais proposer, c'est que par exemple des entreprises qui font des licenciements économiques n'aient pas le droit de distribuer des dividendes. C'est mettre le travail avant le capital.
mettre les gens avant l'argent, encore une fois. Et ça, après, c'est pareil, quand j'entends parler chèque énergie, ça me fait doucement rigoler parce que faut pas nous prendre pour des cons. Un chèque énergie, on nous donne 100 € une fois et l'essence elle a baissé. Il se passe quoi dans 2 mois quand on a dépensé les 100 €? Et 2 mois, je suis gentil, hein. 18 centimes. Oui, bah, si on parle de bouclier, on parle de bouclier. Si on parle d'aider les gens, on parle d'aider les gens. Je comprends tout à fait votre position, hein. Mais j'ai les pieds sur terre, je sais qu'on peut pas le faire, c'est tout. Par contre, si j'avais l'argent, bien sûr, moi aussi je le Mais en donnerais fait, l'argent il y est. L'argent il y est. Regardez les dividendes qui sont distribués par les grandes oui, mais entreprises. c'est pas l'argent Si de on peut l'État. s'interrompre, on pourrait parler des travailleurs pauvres aussi. Parce que ça aussi, quand vous dites l'économie va mieux, l'économie en allant mieux va créer des emplois, le chômage baisse, etc. Il y a pas de plus en plus de gens qui travaillent et qui travaillent parfois même à temps plein et qui crèvent doucement. Et puis agir aussi sur les loyers. Pardon. Oui, merci. Je vais finir de répondre si vous voulez bien. Du coup, je sais plus où j'en étais. Mais oui, c'est l'économie qui marche bien. On nous en a parlé, c'est le ruissellement. Ok, ouais. Super. Enfin, voilà. Vous parliez des chèques énergie, justement. Voilà, chèque énergie, ruissellement, tout ça. Bon, je pense encore une fois que c'est pas une question de moyens, c'est une question de choix. C'est qu'est-ce qu'on veut faire en fait. L'argent il est là, les entreprises fonctionnent pas si mal que ça. L'argent tourne, c'est une question de choix, où est-ce qu'on veut le faire tourner. Et ça, oui, bah, les députés, l'Assemblée nationale et le pouvoir politique a la main là-dessus, parce qu'il crée des lois, il peut interdire des choses, il peut en obliger d'autres, il peut autoriser d'autres choses. Donc le choix, il y est. Et le choix qui est fait aujourd'hui, c'est pas celui d'aider les gens qui galèrent à la fin du mois. C'est une réalité. Les riches sont plus riches, les pauvres sont plus pauvres. C'est une réalité, c'est un constat. Donc à un moment, il y a une question de choix. Et le choix que je propose, c'est de mettre les gens avant le capital, c'est de mettre les gens avant l'argent et de réfléchir de cette manière. C'est une manière de penser en fait que je veux proposer. Voilà, merci. D'accord, merci Monsieur Assier. En tout cas, voilà, on aura la chance sûrement de débattre tout à l'heure sur ces thématiques. En tout cas, merci Frédéric Assier. La vision d'un candidat citoyen. On va passer au second thème. Un thème qui nous est cher à Kaina TV, qui est cher à toute la plupart des spectateurs qui sont ici réunis sur le petit bar. Ce sont les quartiers populaires. Islam. Oui, exactement. En tout cas, nous avons déjà parlé un peu des quartiers populaires. Ça a été évoqué par les candidats, par les candidates. Nous allons essayer un peu d'approfondir sur ce thème. Les quartiers populaires, en tout cas, nous connaissons tous les défis, les problèmes qu'on retrouve dans ces quartiers. Problèmes d'emploi, problèmes de sécurité, de santé, problèmes de logement. Si vous êtes élu un jour, dans quelques jours, que ferez-vous pour améliorer pour le développement des quartiers populaires? On continue, Islam? Avec Monsieur Frédéric Assier, c'est à vous maintenant de nous dire ce que vous allez faire pour améliorer, participer, contribuer au développement des quartiers populaires. Qu'est-ce que vous allez faire? Alors, un de mes mots-clés, je vais dire, c'est le vivre ensemble, hein, déjà. Donc, si on parle de vivre ensemble, on parle de mixité sociale. Et déjà, rien que le mot quartier populaire, moi, me gêne. Ça veut dire qu'il y a des quartiers dans lesquels on a mis des catégories de gens. Voilà. Et ça, rien que ce concept m'agace un peu. Donc ce que je souhaiterais, c'est qu'on travaille sur la mixité sociale. Alors évidemment, je vais rejoindre ce qui a été dit, c'est-à-dire que ces quartiers ont créé de la vie, etc. Et ça, il faut s'en servir. Là, je rejoins complètement. Et ensuite, j'aimerais qu'on arrête de mettre des frontières entre des quartiers et des catégories de gens, en fait. Ça veut dire que il faut qu'on repense aussi l'organisation sociale, l'organisation de la ville, pour pas avoir des quartiers pas chers, avec pas de moyens, pas de moyens mis pour ramasser les déchets, etc. Et des quartiers où c'est cher, où on laisse des gens plus aisés se regrouper, etc. Non, c'est pas comme ça que ça doit marcher en fait. L'idée c'est qu'on se retrouve les gens différents ensemble, qu'on apprenne à se connaître, qu'on apprenne à vivre ensemble, que on n'est pas des gens qui soient à part et qui comprennent pas en fait les quartiers populaires parce qu'ils ont pas vu ce que c'est, ils savent pas ce que c'est quoi. Quelqu'un qui a pas d'argent, ils savent pas ce que c'est. Donc non, ça marche pas. Il faut qu'on puisse se mélanger, il faut qu'on puisse apprendre à se connaître, y compris et surtout à l'école, parce que qui dit quartier avec des moyens différents dit école avec des populations différentes. Et là non plus, il y a plus de mixité sociale. Et là non plus, on connaît pas les enfants et les enfants se connaissent pas entre eux et ils se rencontrent et ils se comprennent pas. Et c'est pas ça l'idée. L'idée c'est qu'on puisse repenser tout ça, et je pense que ça commence par l'école en fait. L'école, et travailler sur une mixité sociale à l'école. Je sais pas, j'ai pas trop réfléchi à comment, mais en tout cas, le prisme c'est celui-là. Parce que les enfants font pas le distinguo que font les adultes, et ils n'auront pas de problème à être mélangés. Et ça part de là, je crois.
On a des problèmes à être mélangés quand on est plus grand, qu'on a des peurs, qu'on a etc. Quand on se sent mis à l'écart aussi, ce qui est le cas, ce qui peut être le cas. Voilà, donc mon propos, ce serait plutôt de plus parler de quartier populaire ou pas quartier populaire, mais de travailler au vivre ensemble, à la mixité sociale, et donc de repenser la distribution des flux de personnes. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Alors, Frédéric Assier, est-ce que vous allez rejoindre les personnes qui ont pris la parole avant vous? Comment est-ce que je pourrais ne pas rejoindre la consultation des habitants et des gens qui sont concernés? Enfin. Non, donc je vais être assez court. Effectivement, il y a une consultation qui me semble nécessaire. Il y a aussi La Paillette, c'est aussi un quartier qui est porteur d'identité, c'est-à-dire que c'est à prendre en compte. Je parlais tout à l'heure de mixité, de repenser aussi les flux, mais c'est aussi à prendre en compte. C'est-à-dire que dans la consultation, il y a aussi cette identité, cette fierté aussi, qui me semble importante à prendre en compte et pas que penser de la mixité sociale encore d'au-dessus, mais plutôt de terrain. Voilà, donc je vais pas être beaucoup plus long parce que tout a été dit. En effet. Assez d'accord, ce qui peut être rare, donc c'est bien. Bon, c'est bien, si tout le monde est d'accord, voilà. Une autre question qui revient souvent sur nos réseaux sociaux. Je vais commencer par vous, Madame Miag. Où allez-vous installer votre permanence parlementaire? Frédéric Assier. Alors, je m'étais pas du tout posé la question avant, mais puisque vous la posez, je me la pose. Et l'idée qui me vient là, c'est que il me semble que c'est bien si ce sont les élus qui vont vers les gens et pas forcément l'inverse. Donc j'aurais tendance à prendre un bus, je crois. Plutôt que d'avoir une permanence, à avoir un bus et à me déplacer et à aller plutôt chaque jour à un lieu différent, annoncer. Mais plutôt essayer d'aller... Je pense que le job de l'élu, aller à la rencontre des gens et pas attendre que les gens viennent nous rencontrer. Voilà. D'accord, très bien. Tout à fait, merci Mourad. Alors, on va parler donc de l'emploi. Comme vous le savez, aujourd'hui, le taux de chômage a légèrement baissé si l'on croit les derniers chiffres publiés par l'INSEE le 17 mai dernier, pour atteindre 7,3% contre 7,4% au dernier trimestre. C'est très largement insuffisant. Et si on croit d'ailleurs le taux de chômage dans les quartiers populaires des femmes, il est de 16,1% et des hommes à 18,6%. Donc je me tourne vers Monsieur Assier. Comme l'a dit Islam, vous vous définissez comme un candidat citoyen, humain, désireux de faire de l'humain la priorité. Vous avez 3 priorités. L'inclusion des valeurs humaines à l'école. Vous voulez interdire les dividendes aux entreprises qui mettent en place des plans sociaux et de révoquer les élus pour continuer dans le sens d'une meilleure représentation. Tout cela en rapport avec l'humain, bien évidemment. Ma question est la suivante. Que proposerez-vous qui soit en rapport avec l'emploi et l'humain? Et que ferez-vous pour mettre tout cela en avant, bien sûr? Alors déjà, pour l'accès à l'emploi, il faut une formation. Donc ça passe par là, je pense déjà, par l'accès à la formation. Donc vous avez parlé de l'emploi des femmes notamment. Donc ça, c'est dans la culture. Donc je pense que là, c'est la culture qu'il faut faire évoluer. Et ça part à l'école. Je reviens sur mes valeurs humaines à l'école, pardon. C'est un peu tiré par les cheveux, mais c'est pas complètement parce que ça, je parle de long terme, là, sur des mesures à long terme. Je pense qu'il faut faire évoluer la culture et que ça se fait dans l'éducation. Donc l'égalité homme-femme, l'égalité entre les quartiers, l'égalité entre les gens, ça prend à l'école en fait. Donc sur le long terme, je pense que c'est là qu'il faut travailler. Sur le court terme, c'est un accès à la formation pour tout le monde. Et en termes d'emploi, c'est une répartition de l'argent. Et là, comme j'ai parlé de tout à l'heure, je crois que j'ai à peu près tout dit finalement. Hein. Une entreprise qui gagne de l'argent, il doit être d'abord mis au service des travailleurs et des gens. Et ensuite, s'il en reste, on peut le mettre au service des dividendes et des capitaux. Donc pour moi, je pense que l'argent est là, il existe. L'argent pour employer, il est là et il existe. Encore une fois, c'est une question de choix et de volonté. Qu'est-ce qu'on veut faire? Donc je pense que les moyens de créer de l'emploi et de donner de l'accès à l'emploi, aujourd'hui, ils sont là. La culture doit évoluer. Ça vient de l'éducation et d'un discours politique et public. Et donc, qu'est-ce qu'on veut faire avec à la fois cette culture-là et qu'est-ce qu'on veut faire avec les moyens qui existent aujourd'hui ici? Donc voilà, pour moi, il n'y a pas de question de possible ou pas possible, il y a une question de choix, de qu'est-ce qu'on veut faire. Mon choix, c'est de porter une parole d'équité et d'égalité, de porter une parole de vivre ensemble. Et donc, vivre ensemble, ça veut dire aussi personne vaut plus, vaut moins que quelqu'un d'autre. Et donc, donner de l'accès à l'emploi à tout le monde. Il faut qu'on forme les gens, en fait, là-dessus. Ça peut aussi peut-être passer par des formations, d'ailleurs, des chefs d'entreprise hein, et des employeurs. Hein. Sur ça. Je pense que les employeurs ne sont pas assez formés. Encore une fois, on est sur des clivages sociaux. Et je pense qu'il y a des formations à faire. Je parlais d'éducation, mais l'éducation peut se faire aussi en tant qu'adulte, en tant que chef d'entreprise. Hein. Merci, monsieur Assier. L'importance des formations. Voilà. Monsieur Assier. Donc je vais laisser la parole à monsieur Assier dans un premier temps. Toujours par ordre alphabétique pour
être dans les règles. Les températures aujourd'hui atteignent quand même des niveaux records. Le monde est confronté au dérèglement climatique. L'écologie, pour ma part, ne concerne pas, n'appartiennent pas aux partis politiques aujourd'hui. Donc le but de la question écologique est au cœur des débats publics actuellement. Quelle sera votre position au cœur du Parlement en faveur de l'écologie ? Alors c'est une bonne question qui arrive au bon moment. Hier soir, j'étais invité par la fresque du climat justement, avec Flavio qui est là. On était ensemble à la fresque du climat pour être formé sur ces questions-là. Et c'était particulièrement intéressant. Moi j'aurais tendance à aller encore parler de formation. Je pense qu'on n'est pas formé. Je me pensais assez formé là-dessus. Et hier soir je me suis rendu compte qu'il me manquait plein de choses. Et je fais partie des gens qui, je pense, se questionnent quand même dessus. Donc je pense qu'on a vraiment besoin de formation là-dessus, c'est le premier élément, dès l'école évidemment. Il y a des lycées dans lesquels ils sont formés, j'avais vu un reportage et les lycéens pleurent en parlant en fait, parce que ça leur fait peur. Ça c'était la première chose. Deuxième chose, c'est simplement qu'on ait des actes qui correspondent à ce qu'on dit. Quand on organise la COP21, peut-être que derrière il faut mettre en place les mesures qui permettent de réduire l'empreinte carbone. Peut-être qu'il faut réfléchir à des transports en commun, peut-être qu'il faut réfléchir à augmenter les voies ferrées et à faciliter l'accès aux trains, aux personnes. Peut-être qu'il faut penser à faire des voies vélos qui ne sont pas juste 4 plots jaunes sur le bord de la route et qui coupent une voie. Peut-être qu'il faut encourager les déplacements non polluants. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et je pense qu'encore une fois, c'est une question de volonté. D'accord. Et qu'aujourd'hui, on a un discours d'un côté, on a des actes de l'autre, et les actes ne vont pas dans le sens de la protection de l'environnement. On le voit très bien en France aujourd'hui, hein, donc, et voilà. Et on est censé être des gens en France qui s'y intéressent et qui font attention. Donc il y a le positionnement, il y a la réalité. Je pense qu'il faut qu'on aille beaucoup plus loin dans la réalité. Merci, pardon. Merci, monsieur Assier. Donc, comme je le disais en préambule, le but de cette émission, c'est aussi d'être interpellé par les habitants, de pouvoir aussi créer un débat public. Donc, je vais donc passer la parole à Sami Torki, qui a une personne qui a certainement une question à vous poser. Donc la question, bien entendu, même si elle s'adresse à un candidat, vous avez bien entendu la possibilité de répondre et de rebondir. Sami, c'est à toi. Merci Mourad. Alors, je vais d'abord passer la parole à Fares qui a 25 ans et qui est livreur et qui avait une question à poser à tous les candidats, bien sûr, sur la montée du Front National et de l'extrême droite plus particulièrement. Bonjour, en fait c'était une question pour tous les candidats, mais plus précisément à Madame Annie Yag, qui était concernant le dernier mandat d'Emmanuel Macron. L'extrême droite, ils ont gagné 10 points par rapport dans les élections présidentielles. Du coup, la question c'est quelles sont les mesures à prendre au niveau de votre parti, La République En Marche, ou bien à vous personnellement, concernant la montée de l'extrême droite. Merci. Merci Madame Yag. Je vais passer la parole à Monsieur Assier qui avait envie de réagir. Oui, merci. Non, finalement, oui, donc je voulais réagir parce que, oui, effectivement, l'extrême droite, c'est 30%, et c'est une catastrophe. Après, bon, ça me fait un peu rire quand on constate la montée de l'extrême droite, etc., quand on cultive le clivage, en fait. Là, ça fait 5 ans qu'on a le clivage entre vaccinés et non vaccinés, entre riches, pauvres, etc. Donc, la montée du Front National, si, elle est, je suis assez d'accord avec ce qui a été dit, je crois, elle est quand même liée au gouvernement actuel. Et ensuite, ce que je voudrais dire sur ça, c'est que je pense pas que 30% des gens soient racistes. Voilà. Je pense pas que 30% des gens soient xénophobes. Je pense que 30% des gens ont peur. Je pense que 30% des gens voient bien que c'est la merde et que ils trouvent pas de solution, ils se sentent pas représentés et que ils se sentent plus protégés en se recroquevillant sur eux-mêmes ou le sourire aux autres. Donc je pense que si à ces 30% qui votent Front National ou Zemmour ou ces gens-là, si ces gens-là, si on leur explique que c'est en faisant ensemble qu'on va s'en sortir, si on leur explique que c'est la solidarité qui va nous aider, s'ils se sentent représentés et écoutés, je pense qu'ils voteront pas à l'extrême droite. Donc je pense que la montée de l'extrême droite, elle est liée à une politique qui est mise en place aujourd'hui, et à un discours qui est mis en place aujourd'hui, et à une peur qui est mise en place aujourd'hui. Et que si on apporte des réponses à ça, l'extrême droite, elle n'existera plus. Et ensuite, je voulais juste rire quand même à la montée des extrêmes. Parce que l'extrême droite, c'est une logique d'exclusion. Ce qu'on appelle l'extrême gauche, je ne crois pas que c'est une logique d'exclusion, mais plutôt d'inclusion. Donc je ne pense pas qu'on puisse comparer les deux. Voilà, c'est tout. Pardon, j'ai été long. Pardon. Non, très bien. Moussi,
qui a 50 ans et artiste audiovisuel qui avait envie de poser sa question sur les bailleurs sociaux. Bonsoir Moussi. Bonsoir, merci Kaina TV. Voilà. Donc, une question. Depuis quelques mois, j'habite ici. Et c'est mon première expérience de vivre dans un quartier populaire. En tant qu'artiste, c'est des années que je travaille dans les quartiers populaires, mais maintenant j'y habite. Juste, peut-être c'est une piste de réflexion. Donc, vous connaissez les bailleurs sociaux. Alors, la vie de quartier comme ici, ça dépend en fait des bailleurs sociaux. Les populations ici, leur vie, qu'est-ce qu'ils mangent, comment ils vivent le soir, le jour, tout c'est en lien avec les bailleurs sociaux. Et les bailleurs sociaux sont des grandes industries de l'argent ici. Je crois qu'ici, tout va passer, l'éducation et tout ça, par les bailleurs sociaux. Est-ce que vous avez une politique? Est-ce que vous avez quelques pistes de travail ou des solutions pour travailler avec les bailleurs sociaux? Parce que c'est eux qui sont le roi ici et dans tous les quartiers populaires que je connais, des quartiers de politique de la ville, ici et ailleurs. Merci si vous avez des propositions. Mais merci Moussi pour cette question assez précise concernant les bailleurs sociaux. Quelles sont les pistes qui seraient pour vous à envisager? Alors, je vais faire assez court. Là, je suis venu ici et sinon j'étais invité par Anticor pour une conférence. Et donc, je pense que effectivement, les bailleurs sociaux, ça se prête à beaucoup de possibilités de corruption, d'intérêts, d'intérêts qui se rejoignent et qui sont pas forcément à la bonne place. Donc je pense qu'effectivement il y a un gros travail à faire sur la surveillance, le désintéressement et la corruption par rapport aux bailleurs sociaux. Après je connais pas assez les dossiers locaux pour dire c'est bien ou c'est pas bien, donc je me prononcerai pas. Mais par contre, de toutes les affaires qu'on voit passer sur les problèmes avec ça, je pense qu'il faut effectivement faire un gros travail sur la corruption et le désintéressement par rapport à ces bailleurs. Merci Mourad. Je vais passer la parole à Anan qui a 23 ans et qui est étudiante et qui voudrait parler de la mixité sociale qui est un thème important pour elle. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Donc ma question concerne la mixité sociale. On s'accorde tous ici à dire qu'il y a un manque cruel de mixité sociale et notamment dans les quartiers, donc, comme dans le Petit Bar, donc des quartiers défavorisés. Ma question est la suivante. J'aimerais savoir quels sont pour vous donc les projets que vous souhaitez mettre en place pour avoir plus de mixité dans les quartiers, notamment dans les écoles, car on le sait qu'elle joue énormément, le manque de mixité joue énormément dans la réussite et l'ambition scolaire des élèves, et elle est directement liée aussi aux inégalités sociales. Donc voilà ma question, quels sont vos projets sur cette mixité-là? Merci Anan pour cette question et je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Anan. Elle parle de quartiers défavorisés alors que vous parliez de quartiers populaires, quartiers de zones prioritaires. Donc vous voyez déjà il y a un décalage entre nos élus et la population. Merci. On parlait tout à l'heure d'école encore. Et je suis complètement d'accord que ça part là. Et on en parlait tout à l'heure de carte scolaire. Ça veut dire qu'il faut redessiner tout simplement. À long terme, encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, parler de quartiers, donc ça veut dire qu'il y a des quartiers avec des types de population, des quartiers avec d'autres types, c'est une aberration monumentale déjà. Donc à long terme, c'est là-dessus qu'il faut travailler, je pense. Et à court terme, oui, ça commence par l'école. Et donc ça commence par redessiner la carte scolaire. Ça commence par ne pas accepter d'avoir des écoles de classe, sans faire de mauvais jeux de mots. Et on a parlé des bailleurs juste avant. Je pense que ça en fait partie en fait. C'est-à-dire que quand on a des exonérations fiscales pour faire des logements qui manquent de dignité, le mot a été dit tout à l'heure et j'ai bien aimé. Il y a tout un système qui est à repenser. Je pense qu'on est très très loin et il y a beaucoup de travail. Et donc merci de poser ces questions-là et merci de parler de défavorisé parce qu'effectivement je pense qu'on est plus proche du défavorisé que du populaire. Le populaire c'est le politiquement correct. Merci. Merci monsieur Assier.